Biblionote. Bienvenue chez les Biblionautes. Notre mission, vous dégoter de petites pépites qui vous auraient échappé ou dont vous aimeriez entendre parler encore et encore. On va lire, écouter des extraits, donner notre avis et en débattre parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Et tout ça en 30 minutes. Défi relevé aujourd'hui par, à ma gauche, Delphine. Bonjour. En face de moi, Léna. Bonjour. Et à ma droite, Aurore. Bonjour. Et ce balado est particulier, car pour cet épisode un peu spécial, nous allons parler du prix Imaginal BD des bibliothécaires 2024. Kesako. Il s'agit d'un prix décerné par les bibliothécaires de France, mais aussi de Belgique, de Suisse et même au Japon, dans le cadre de la 23e édition du festival Les Imaginales 2024 qui se tient à Épinal durant le dernier week-end de mai. Prix qui récompense, et je cite, les meilleures BD d'imaginaire, science-fiction, fantastique et tout particulièrement de fantasy, publiées l'année civile précédente. Et à cet égard, les bibliothécaires doivent lire une sélection de 5 bandes dessinées et voter en établissant un classement avec une note attribuée sur une échelle de 1 à 5. Les BD peuvent être des one-shots ou des premiers volumes de série. Sur ce, une bonne écoute et place aux BD et aux collègues avec, pour commencer, Aurore. Alors moi, je vais vous présenter Cocteau Citadelle, qui est le tome 1 de la série Néo Forest, donc écrit par Fred Duval et dessiné par Philippe Scofoni. Alors, l'univers de Néo Forest, c'est un monde post-apocalyptique où les hommes survivent face à une nature qui est devenue hostile. Et pour cela, il y a un système néo-féodal qui s'est mis en place. Mais en parallèle de ce système, les hommes maîtrisent quand même des technologies avancées comme la génétique, ils ont même créé des êtres hybrides, et des outils numériques comme des bacs connectés pour payer lorsqu'on va au fast-food. Donc, l'histoire se concentre sur 3 personnages, et on sent rapidement que les destins de ces 3 personnages vont être liés. Donc, il y a le comte Cocteau, qui est amateur de joutes à vélo, qui suite à sa dernière joute a une blessure, et il doit du coup transférer ses pouvoirs pour la gestion du royaume, car il doit passer 3 semaines dans son caisson de régénération. Blanche, sa fille, qui est partie en week-end pour échapper un peu à ses obligations d'héritière du trône de Cocteau Citadelle et qui a envie de vivre une vie finalement d'ado normale, entre guillemets. Et Paul Grimm, un militant écologique qui est un ancien opposant politique du comte Cocteau, mais qui est finalement appelé à la rescousse pour ses connaissances sur la grande forêt centrale qui entoure le royaume de Cocteau Citadelle. Donc c'est le premier tome apparemment d'un diptyque. Oui. Voilà. Oui. Donc c'est effectivement une bonne présentation que tu nous fais là. Ça a l'air assez dense et complexe. Qu'est-ce que tu en as pensé alors Alors, une thématique dans l'air du temps. Ça parle forcément de l'urgence écologique, mais aussi de génétique, de lutte des pouvoirs, lutte des classes. C'est abordé d'une manière assez intéressante parce qu'il y a un peu le prisme du monde post-apocalyptique où il y a la nature qui reprend sa revanche sur tout le mal que les êtres humains ont fait sur la planète Terre. On est vilains, c'est sûr. Voilà. Un univers assez singulier, avec un futur moyenâgeux, avec des hommes cochons, des orchidées empoisonnées. Voilà. C'est assez particulier, effectivement, Voilà. l'univers écrit. Des fées et des licornes aussi. Ouais. Hein. Donc ça fait un peu côté vraiment moyenâgeux, fantasy. Je trouve que ça mélange vraiment 2 univers. Donc le monde féodal avec des aspects très modernes à travers des technologies avancées et des univers qui a priori n'ont rien à faire ensemble. Donc des caissons de régénération, des joutes à vélo et une nature qui se rebelle. Donc ça fait un peu voilà. C'est un peu spécial. Mais après moi je trouve que ça se marie pas si mal que ça au fil de la lecture. Après ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est quand même les graphismes qui sont réalistes et surtout les décors qui sont richement illustrés avec un côté un peu rétro. Mm-hmm. Et je trouvais que la couverture du livre avec justement Blanche et qui a des cheveux roses pour le coup était très attrayante. Mais je trouve que le côté rétro, moi ça allait bien avec l'ambiance qu'on voulait donner, avec la nature qui reprend un peu ses droits, etc. Mm-hmm. Voilà. Ça, c'est une thématique qui revient quand même assez régulièrement dans ce type d'œuvre et puis notamment dans d'autres œuvres du prix Imaginal. Voilà. Après, sur le côté un peu, on va dire, négatif de la BD, c'est que c'est un scénario qui est quand même assez classique,
une jeune en quête d'identité, un dirigeant politique qui sent que son heure est bientôt arrivée, un sauveur un peu has-been remis sous le feu des projecteurs et des intrigues de palais, quoi. Donc C'est bien résumé en fait. voilà, donc on voit quand même un peu rapidement ce qui va se passer et je pense Oui, qu'il y tu aura liras pas quand même, vraiment de surprise, quoi. Ouais. Et vous, Ouais. vous en avez pensé quoi, mesdames? Euh, Ah. Pas grand-chose apparemment. Ouais. En fait, j'ai l'habitude de laisser vieillir les œuvres, que ce soit les films ou les livres, et comme ça, j'ai un avis à chaud et un avis un petit peu plus décanté. Et en ayant fini Neo Forest, je l'ai bien aimé, mais sans plus. C'était une lecture sympa, Oui, voilà, c'est ça, c'est sans sympa. prétention. Et en fait, il m'en reste pas grand-chose et j'ai du mal à donner un vrai avis sur le scénario, en tout cas, parce que le graphisme m'a plutôt plu. Oui. Bah, moi, je trouve que c'est le point fort de la BD, les graphismes. Oui, je suis d'accord. Moi, à ma première lecture, disons que je l'ai trouvé assez malin dans ses solutions par rapport justement à ce monde un peu post-apocalyptique. Mais le graphisme, moi, m'a laissé complètement T'as pas été sensible. ouais, sur le bord de la route. Par contre, je l'ai relu en numérique. C'est vraiment une BD qui gagne à être lue en numérique parce que les contrastes, les couleurs ressortent vachement plus et on sent que la BD maintenant est quand même faite en beaucoup pour Ouais. beaucoup en numérique. numérique. Et c'est là qu'on voit que les graphismes prennent tout leur sens à ce moment-là. Et la deuxième chose qui m'a marqué, c'est justement le traitement de ce contexte qui est complètement différent d'une BD à l'autre dans cette sélection, alors que du côté Neo Forest, on est plus sur des solutions technologiques, scientifiques, voilà. Du côté Marche Brume, ça va être la nature reprend ses droits, accompagnons-la. Et voilà, c'est deux postures et qu'on retrouve en ce moment dans beaucoup de réflexions globalement dans tout ce qui est théorie de l'effondrement et comment on trouve des solutions. Donc, bah, écoute, Aurore, merci de vos avis. De rien. Et avant de passer à la seconde BD, on va avoir une petite lecture de la BD Marche Brume. Il y avait une vieille croyance au pays montagneux qui voulait qu'un peuple d'ogres marchât dans la brume de la forêt. Une sage superstition, pensait-on, qui évita à plus d'un chasseur de se cogner aux branches les jours où on y voyait comme dans du foin. Et puis un jour, on cessa d'avoir peur. On brûla les arbres et on empoisonna la terre pour la forcer à vomir ses fruits. Et lorsqu'il n'y eut plus rien à recracher, il ne resta que le brouillard. Si noir, si épais, on commença à se rappeler des légendes d'autrefois. Miranda la Charpentière, de l'origine à la fin. Alors, sur l'extrait qu'on vient d'entendre, effectivement, on a quand même le contexte qui est déjà posé, hein, le contexte de l'histoire. Donc une histoire qui se place dans un univers fantastique, médiéval. Donc après que l'homme ait brûlé toutes les forêts, consommé tous ses fruits, exploité tout ce qui pouvait l'être, la brume a tout envahi, une brume bien épaisse, celle des contes qui cachent les trolls, les ogres et autres créatures maléfiques. Et dans ce contexte, on va dire quand même post-apocalyptique, Grisette, sorcière énergique, rompue aux arts martiaux, sauve un bébé ogresse des griffes de la brume et des omis. On retrouve la petite 17 ans plus tard. Elle répond alors au doux nom de Tempérance. Mais bon, elle n'en a que le nom. Oui. Elle a grandi dans la communauté de sorcières qui la protège des dangers extérieurs. Seulement, la brume n'a pas dit son dernier mot, et alors qu'elle touche durement la sororité, un petit groupe est contraint de quitter le village pour partir en quête de la cause du mal. Voilà pour le résumé. Le souffle des choses, qui est le premier tome d'une série qui s'appelle Marche Brume, aux éditions d'Argo, écrit et illustré par Stéphane Fer. Voilà. Donc moi je l'ai lu 2 fois, comme toutes les autres, première fois en physique et une deuxième fois en numérique. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a mieux travaillé que nous. Toujours. Donc une BD qui est quand même plus orientée ado-adulte, avec un ton quand même assez BD jeunesse. Le graphisme, j'ai accroché aux illustrations tout de suite. Un mélange savant d'aplats de couleurs et ce que j'ai aimé aussi, c'est un découpage très cinématographique. On prend le temps. Il respecte les silences des personnages, il prend le temps de nous laisser réfléchir, de voilà ce que je vous donne, et puis voilà, après on verra bien ce que vous en faites. On ressent tout ce qui est paysage, nature, les oiseaux. J'étais aussi dans l'audio, je l'écoutais cette BD. Enfin, il y avait quelque chose qui passait à ce très moment-là. organique en fait de cette bande dessinée. Ouais, voilà. Après 2 personnages vraiment très
très caractéristique. La sorcière avec une représentation plutôt classique, qu'on peut aimer ou non, balai, chaudron, nécrochute, tout est là. Le classique. Courge. Ouais. Avec la courge, très importante la courge. Très importante, Voilà, les courges. la courge. particulièrement. La vie en communauté, la sororité et tout ça. Et puis le deuxième personnage majeur, c'est quand même la brume qui véhicule toutes ces figures maléfiques et tout cet univers cauchemardesque. Et donc de cette première lecture, ce que ça m'a évoqué comme imaginaire, comme référence, je dirais, c'est Portrait de la jeune fille en feu pour tout ce qui est rite initiatique, sororité, ambiance, notamment sur le Parawan. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais je vous le recommande, il est magnifique, de Céline Sciamma. Et la série de livres pour enfants, les Pozzi, pareil, je ne vous en dis pas plus. On les a à la médiathèque de Nancy. Bon, de- Je couperai au montage. Voilà. Léna, tu voulais dire quelque Oui, chose? je voulais rebondir sur l'image de la sorcière parce que, alors, outre la sensibilité qui se dégage de l'album, non, de la BD, mais justement, je trouve qu'il y a vraiment une vibe très album jeunesse, ado, Tout à fait d'accord. Oui. avec le graphisme, les couleurs très vives par rapport à d'autres BD qu'on a pu lire. Mais justement, je voulais revenir sur la figure de la sorcière parce qu'il y a alors, ça joue beaucoup sur les clichés de ces dernières années, sur la spiritualité, le retour à la nature. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on a deux figures de sorcières assez fortes. Si on met de côté Tempérance, qui fait partie de la communauté, mais n'est pas une sorcière vraiment. C'est Grisette, qui est vraiment la sorcière un petit peu classique, comme tu le disais, Nécrochu, les courges, voilà. Et la personne qui prend un peu le lead dans la communauté. Et là, on est sur une sorcière plus sensuelle, qui utilise sa magie pour rester belle, pour rester séduisante, qui se rajeunit au fur et à mesure. Et on est plus sur l'aspect séductrice de la sorcière qui a pu évoluer au cours de l'histoire. Oui. Je trouvais ça super intéressant d'avoir ces deux visions qui s'opposent à des moments de l'histoire. Et qui s'oppose notamment par le fait que la sorcellerie est interdite pour son propre bien. Voilà, la sorcellerie doit être utilisée à bon escient et accompagner la nature et mise en opposition complètement à la science. Ouais. Donc la pratique, les pratiques des sciences est interdite chez les sorcières et la sorcellerie est interdite chez les humains. Il y a cette opposition et ça c'est quand même très intéressant dans le sens où avant la deuxième lecture, je suis allée voir ce qu'en disait l'auteur. Donc Stéphane Fer, qui est reconnu notamment pour des œuvres comme Quand le cirque est venu, Blanc, Autour. Donc c'est quelqu'un qui est très influencé par les contes et légendes, par les personnages féminins, voilà, qui déconstruit. Il a été inspiré par une artiste qui s'appelle Marie Blair, qui a travaillé pour les studios Disney, mais qui a beaucoup influencé son graphisme, sa peinture. Et je suis allée voir aussi un enregistrement du café littéraire du Salon du Livre et de la presse jeunesse de Montreuil, qui reprenait un petit peu tout ce discours autour de la figure féminine et de la sorcière. Et là, donc l'auteur a révélé un petit peu ses influences, notamment sur tout ce qui est mouvement Wiccan et pionnière de l'action directe non violente, mouvement anti-militariste et anti-nucléaire, qui est Starhawk, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Rêver l'obscur, femmes, magie et politique. Voilà. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que dans cet ouvrage, l'autrice met en avant le fait que on ne peut pas aller en contradiction avec tout ce qui fait partie de la noirceur de l'humanité et globalement du monde qui nous entoure. Des propos qui font bien écho à la BD et on comprend ses influences, pourquoi il est allé plonger dans ses références pour s'en inspirer et pour construire sa brume. Le fait de pas lutter contre ce qui est irréversible, mais s'adapter pour ne pas le subir. Et que une dynamique commune, tout ce qui semble insurmontable peut être rêvé d'une autre manière. Ouais. Ok. Eh ben écoute, merci Delphine. C'était très intéressant. Tu as bien potassé le sujet, comme tout le monde ici. J'ai bien noté. Léna, ton petit ressenti. Pour le coup, cette BD me laisse vraiment une sensation douce. J'ai plus des images qui me reviennent que le texte ou que l'histoire en elle-même. Je pense que ça reste une histoire assez convenue également, où on voit à peu près où ça peut aller. En revanche, l'exécution, je la trouve très bien faite et j'adore le design des personnages. Enfin, je les trouve très mignons. Voilà. Très bien. Aurore.
Alors, ce que j'ai aimé dans la BD et qui a pas encore été abordé, c'est un peu l'humour. Je trouvais que les dialogues et C'est les vrai. personnages, il y a quand même toute une galerie de personnages qui a bien été pensée et qui est quand même assez humoristique. Donc, bien sûr, ça reprend un peu les stéréotypes de la sorcière, on en a parlé, mais j'ai trouvé que ça, c'était assez intéressant. Par contre, moi, j'ai quand même eu une impression de déjà vu en lisant cette BD. Ça m'a fait beaucoup penser aux 3 ombres de Cyril Pedrosa, pardon, et aux Bergères guerrières, la série de Jonathan Garnier et Amélie Fléché. Des avantages d'arriver en derrière, c'est souvent qu'on n'a pas grand-chose à dire vu que tout a été abordé. C'est une BD, je tiens à le dire encore une fois, que j'ai adoré. J'avais adoré ce qu'il avait fait dans Blanc ou tout. Mais là, pour reprendre un peu ce qui a été dit, je trouve que c'est très convenu. Bah après, moi, je trouve aussi, il a voulu mettre beaucoup de choses dans sa BD au niveau des thématiques, parce qu'il y a la sororité, Ouais. l'écologie, l'émancipation, le féminisme, l'homosexualité, les transmissions entre générations, la Oui, vie non, il y a en beaucoup de communauté. Sa BD Moi, est des très fois, ça intéressante. m'a, ouais, mais moi, des fois, j'ai eu un moment aussi un peu en, Trop plat. il a pas voulu en dire un peu trop. Mais après, c'est vrai que c'est quand même une bonne BD. C'est une très avec bonne BD. très belles illustrations, enfin vraiment. Qui donne envie de Ouais. lire le Oui, Le on a deuxième quand même. tome. le deuxième tome. On Oui, a puis envie de de lire la découvrir suite. aussi son travail qu'il a fait à côté. Mesdames, on va enchaîner, si ça vous dérange pas. Alors moi, je vais vous parler d'une bande dessinée écrite par Guillaume Singelin, qui s'appelle Frontier. Donc, pour vous faire un petit pitch, c'est l'histoire d'un groupe d'humains qui est confronté au spectre des nombreuses problématiques engendrées par la vie dans l'espace, notamment entre un capitalisme aveugle et la recherche de sens à la vie. Alors, c'est une œuvre qui est plutôt dense, mais qui reste très accessible et où les questionnements à la fois économiques, politiques, éthiques et écologiques, qui sont, on va dire, fondamentalement intemporels et universels, on se sent pas exclu de ce genre de questionnement aujourd'hui, sont constamment évoqués à hauteur d'épaule, ce qui rend pour moi ce roman graphique profondément humaniste. Alors cette BD qui est vraiment de genre science-fictif ne révolutionne absolument rien, je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, mais propose une galerie de personnages à la fois forts et attachants, entre Jisoo, la scientifique idéaliste qui est un peu désabusée, Alex, le mineur spatial, et ça c'est assez marrant, qui est très terre-à-terre au début, ou encore Kamina, la mercenaire au grand cœur, et sans parler bien évidemment de la trouzaine de second couteau qui possède pour autant, on va dire, une certaine épaisseur. Chacun se sent d'une manière ou d'une autre un peu étranger aux environnements où ils vivent, et ils semblent comme perdus. Ils sont les rouages d'un système qui les broie et ne leur prête nulle attention. Et ils vont tenter de s'en extirper ensemble, mais aussi chacun à leur manière, dans une forme de quête de liberté cathartique. Cette proximité aux personnages permet, selon moi, une plongée assez immédiate dans le récit, et une immersion qui est renforcée par ce qui a déjà été évoqué par Delphine tout à l'heure, une approche très cinématographique du découpage, notamment au début, qui est alors extrêmement cinématographique, j'ai trouvé. Alors c'est une BD qui est fortement inspirée d'une série de livres qui a été aussi adaptée en série, c'est The Expanse, pour le cadre et les grandes thématiques de la vie dans une société qui est tournée vers l'espace et le rapport à l'exploitation de cet espace, notamment au travers des champs d'astéroïdes. Et c'est par son approche intimiste et personnelle des personnages, pour moi, à l'image de sa précédente œuvre PTSD, que Guillaume Singelin se démarque, notamment avec des thèmes qui lui sont chers et que l'on retrouve aussi en écho, ça permet de placer ça ici, dans une œuvre vidéoludique dont il est le character designer et qui s'appelle Citizen Sleepers, dont le deuxième volume devrait sortir dans pas longtemps, qui est un RPG indépendant avec un scénario extrêmement dense et riche et qui explore les mêmes thématiques, notamment celle de la quête de sens dans une société profondément déshumanisée. Celle du capitalisme rapace qui broie et détruit tout, les humains comme l'environnement, et de la rigueur des conditions d'exploitation spatiale. Voilà, donc c'est une œuvre que bien évidemment, peut-être que vous l'avez compris, je vous recommande, et maintenant j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé un petit peu. Ce que je retire de cette bande dessinée, mis à part les thématiques qui sont fortes et que je trouve assez habilement abordées, c'est l'impression de monde étendu qu'on a
justement avec les scènes d'exposition qui montrent des paysages très différents, qu'on soit sur Terre ou pas, dans l'espace, avec des environnements tantôt un peu rocailleux, avec des rivières, et puis ensuite l'espace infini des étoiles. Et je trouvais ça assez frappant par rapport aux autres BD du prix Imaginal, où même si les personnages se déplacent énormément, j'avais moins cette impression d'univers étendu et de possibilités infinies. Après, je trouve que justement, les dessins prennent vraiment le dessus sur des fois l'histoire. Et on est vraiment dans cet aspect contemplatif. Donc c'est vraiment une BD qui permet de prendre le temps. Surtout qu'elle est bourrée de détails. Elle est hyper foisonnante. On est à la limite du Où est Charlie des fois. Ouais, je pense qu'on peut passer des minutes des minutes à regarder certaines pages, à se dire tellement les détails sont impressionnants. Donc moi je trouve c'est une BD très contemplative aussi. Et c'est vrai que je pense qu'il a énormément emprunté. Je sais pas si vous avez lu Akira, mais quand vous regardez les fonds de Akira, c'est assez fou comme en fait ils sont au moins autant vivants que les personnages qui sont décrits. Et il y a ce souci du petit détail qui rend la chose vivante. En fait, ce monde, il existe parce que il y a des détails aussi présents dans cette bande dessinée. C'est à moi. Alors, tout a été un petit peu dit. Moi, je suis passée un petit peu à côté parce que justement, je venais de regarder la série que tu citais tout à l'heure et cette thématique, elle a été quand même reprise aussi en manga avec les éboueurs de l'espace. Ce que j'ai aimé, c'est justement ce côté très foisonnant des illustrations et encore une fois, avec le numérique, on peut zoomer et c'est vachement bien. Les personnages, j'ai pas compris. Moi, l'esthétique des personnages avec l'absence de pieds, je comprends pas. Voilà, je suis passée à côté. Après, c'est un choix. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Il nous reste une petite bande dessinée. Oui. Je voulais juste rajouter, je l'ai oublié de le dire. Cette BD m'a beaucoup fait penser à la série d'animation Planète, qui a quelques années, qui a même, je pense, une petite dizaine d'années. Je vois Delphine hocher la tête et tu vois ce que je veux dire. Adapté de la BD? Oui, du manga? Adapté du manga. Ouais, c'est ça. Honnêtement, c'est un animé très chouette à regarder, une vingtaine d'épisodes et Après, moi, je rajouterais aussi un truc sur cette BD, c'est que je trouve presque toutes les BD avaient vraiment des thématiques un peu fortes avec des choses à défendre, l'écologie, etc. Et celle-ci, je trouve quand même que c'est celle qui a un côté un peu plus militant. Il y a vraiment, je trouve, dans le scénario quelque chose. C'est peut-être là où c'est le plus prégnant, effectivement. Voilà. Il nous reste 2 BD à voir, mais là, on va donner la parole à Léna. Donc oui, je vais vous parler de In Memoriam. Donc ici, on est sur le tome 1 qui s'appelle Manon, avec au scénario Mathieu Salva et Jet au dessin. La BD s'ouvre sur la ville de Paris futuriste, avec une immensité et une claustrophobie que j'ai trouvée assez visuelle, même si elle reste pas très longtemps. Un univers où certains habitants ont des pouvoirs magiques. On les appelle les sorciers. On suit un couple de policières et je le dis tout de suite, je ne vais pas donner les prénoms parce que je trouve que les personnages dans cette BD sont des personnages fonction et que je trouve plus intéressant de leur donner leur fonction. Donc un couple de policières qui vivent leur vie quotidienne à Paris avec leur appartement trop petit, les transports en commun trop bondés et la criminalité plus ou moins violente. Dans ce Paris futuriste, la sorcellerie est utilisée pour, par exemple, agrandir les appartements ou aider à la conception d'enfants, notamment pour les couples de lesbiennes. Cette utilisation de la sorcellerie ne fait pas l'unanimité puisque il y a des manifestations et que certains habitants, notamment ceux qui n'ont pas de pouvoir, ne sont pas tout à fait satisfaits. Et élément perturbateur, cette situation ne reste pas longtemps puisque on a une sorte d'énorme boom, c'est une déflagration blanche qui secoue toute la ville et qui arrête tous les pouvoirs magiques. La seule magie qui reste passe par des artefacts que les gens n'ont plus le droit d'utiliser.
Et à partir de là, se déroule en fait l'intrigue principale de l'histoire, qui consiste en la police qui arrête les terroristes qui utilisent la magie de manière illégale, et une intrigue secondaire où on suit une jeune fille avec des chats énormes. J'ai un rapport assez complexe avec cette BD, puisque j'aime le postulat de départ, avec l'idée que y ait de la magie utilisée dans la vie quotidienne, mais pas de manière, pas dans un monde fantaisiste ou fantastique. Ce que je veux dire, c'est que ça reste un pari avec métro, boulot, dodo. Les gens ont des vies absolument ordinaires, à peu près. J'aimais bien le postulat de départ et je me suis perdue quand les gens ont perdu leur pouvoir magique et que l'intrigue a commencé. Je trouve les personnages très caricaturaux, notamment le personnage principal de la policière, plus forte que les mecs, qui boivent plus que les mecs. Et en fait, je pense que que mon rapport compliqué à la BD vient du fait que c'est un tome 1, que j'ai l'impression qu'il ne s'y passe pas grand-chose et que ce qui s'y passe est fouillis et vu et revu. Donc je vais attendre de voir ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé compliqué la lecture de cette BD. Mesdames? Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Léna, effectivement, c'est un scénario pour moi qui avait du potentiel au départ, mais on sent que l'intrigue qui se met en place, on a du mal en fait à voir les liens entre les différents éléments du scénario. Moi, j'avais l'impression que c'était juste des trucs qui étaient un peu posés là, comme ça, l'un à côté de l'autre, et on voit pas trop le lien qui sont faits entre ces différents éléments du scénario. Et puis, ouais, petit bémol sur la mafia des chats, quoi. Ouais. je sais pas. J'ai pas trop compris. Non. Voilà. À voir dans le tome 2, comme tu dis. Oui, voilà. Après, Ouais. le tome 2 est déjà paru, apparemment. ouais. Donc, je suis quand même très curieuse et j'ai quand même envie de lire le tome 2. Delphine? Le même ressenti que Léna, hein, et même plus que ça, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à la lire, j'ai lu jusqu'à l'explosion, et je me dis et j'ai continué ma lecture et j'ai fait mais pourquoi? Enfin voilà, il y a c'est vraiment, enfin le monde qui est posé, je le trouvais astucieux, je le trouvais prometteur, je le trouvais à tout, Mais ça dure pas. mais ça dure pas. Non. C'est vraiment dommage, ce quoi. ressenti. Et Oui. ce qui est assez particulier, moi j'ai trouvé, c'est qu'en fait, c'est que le début de l'histoire, ce qu'on trouve intéressant, c'est avant le titre. Ouais. BD, donc c'est vraiment... Moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Je vais pas épiloguer 107 ans, mais il y a vraiment cette impression peut-être d'avoir été un peu floué par ce que promettait l'histoire et ce qu'elle devient. Bon, c'est un ressenti, encore une fois. On en reste là sur celle-là. Comme vous êtes des auditeurs et des auditrices attentifs, vous avez remarqué que nous sommes 4, qu'on a parlé 4 bandes dessinées, que la sélection en compte 5. C'est parce qu'il en reste une. Et la dernière BD, c'est Aegir. Alors j'espère que je ne déforme pas le nom, des scénaristes Jérôme Hamon, du dessinateur Damien Colbeck. C'est une BD qui attaque le genre légende arthurienne, avec une réécriture moderne. Moi, c'est une BD dont j'ai vraiment apprécié le dessin. Après, j'avoue que la geste arthurienne en elle-même, je crois que j'en peux plus lire des trucs dessus. Donc ça m'a vraiment laissé sur le côté. Mais c'est très 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 subjectif comme avis. Ça n'enlève rien au fait que la BD se laisse quand même lire plutôt facilement. Elle a l'avantage surtout d'être un one-shot. On peut juste dire peut-être qu'il y a un accent mis sur l'historicité de l'époque et des lieux, ainsi que des différentes factions en place. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette bande dessinée? Oui, ça se lit bien. Il y a un côté un peu road trip. C'est vrai. Quand on suit l'héroïne. Après, ce qui était intéressant dans cette relecture de légende arthurienne, c'est que ces deux héroïnes, finalement, dans une légende qui fait d'habitude la part belle quand même aux héros masculins. Donc voilà. Mais bon, il y a quand même un peu de la testostérone avec quelques bagarres et des hommes barrés. Et avant de conclure ce podcast, la réflexion autour des lectures physiques et numériques,
car cette dernière nous est proposée par le festival via la plateforme Isneo, afin de permettre de lire les nominés aux bibliothécaires qui n'auraient pas pu le faire en format physique, qui n'auraient pas pu les acheter. Et nous sommes une vingtaine de bibliothécaires, donc ça fait beaucoup pour lire quelques bandes dessinées. Néanmoins, on a eu l'occasion pour certains et certaines de lire en ligne, et on voulait vous faire un petit retour là-dessus, parce qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes impressions sur cette lecture en ligne. Il y a, on va dire, un peu 2 écoles, ou 3 écoles. Il y a ceux qui sont totalement allergiques à la lecture numérique. Il y a celles et ceux qui sont tout à fait ouverts à cette lecture et qui la préfèrent. Et il y a ceux qui sont, on va dire, entre deux. Donc je fais partie, par exemple. Et je crois qu'autour de la table, on a un petit peu tous les Alors, aspects. si je peux me permettre, Oui. on la préfère, ça doit être moi. Je préfère pas forcément lire des BD en format numérique, Ouais. mais je trouve ça plus confortable dans ce cadre D'accord. de pub. Voilà. Parce que toi, tu es une lectrice aussi de webtoon, notamment, si je Alors, raconte pas de notamment bêtises. Webtoon, ouais, mais effectivement, c'est un usage que j'ai. Ça m'empêche pas du tout de lire En en physique. format physique. J'apprécie. Par exemple, Frontières, je l'ai lu en physique. Mhm. Mais j'ai apprécié, enfin j'apprécie le format papier parce que c'est une autre expérience, mais c'est vrai que j'ai un usage de la lecture de BD et notamment de BD en série sur l'application Webtoon. Donc on va dire que tu es une lectrice fluide. Ouais, on peut le dire comme ça. Delphine, toi, c'était quoi ton ressenti? Je crois que tu avais beaucoup de choses à dire, mais il nous reste peu de temps. Non, j'en ai dit une partie tout à l'heure, le fait qu'on soit sur du dessin par le numérique, par les tablettes graphiques, enfin, donne une plus-value à la lecture en numérique. Le fait aussi de pouvoir se concentrer sur une illustration, sur un détail, de zoomer, je trouve ça assez confortable. Et j'étais assez séduite par cette lecture-là. Après, en fait, de passer d'adapter le papier, un format papier au format numérique, ça enlève une perspective de grande planche, Mhm. de confort, de lecture, voilà, qu'on n'a pas sur les webtoons parce que de toute façon, c'est fait pour le numérique. Donc voilà, la lecture de la BD numérique à la base physique, c'est un entre-deux qui est intéressant, mais qui est encore un petit peu bâtard comme format, je Ok. dirais. T'as ton ressenti, toi, Aurore? Alors moi, je les ai pas lus. Enfin, j'ai lu il y a très longtemps de la BD en format numérique et en fait, ça m'a pas plus que ça et j'ai plus jamais réessayé. Donc moi, j'ai vraiment lu en format papier. Après, je pense qu'effectivement, le numérique, ça peut apporter d'autres choses. Sur une BD comme Frontières, je pense qu'effectivement, zoomer, voir On les peut s'amuser, ouais. détails, je pense qu'on peut s'amuser, on peut passer du temps sur des pages et ça peut avoir un côté un peu Très redécouverte, ludique de la lecture que ça, il n'y a pas forcément Mhm. en papier. Ouais, je suis assez fluide aussi. En fait, j'ai quand même un rapport très particulier à l'objet. Moi, j'aime bien avoir des bandes dessinées en physique parce que j'aime bien aller les relire. Et il y a cette idée de pérennité plus grande à l'échelle d'une vie humaine du format papier que du format numérique. Le jour où la plateforme décide de plus porter ses BD, si tu les as achetés, ben tu l'as dans l'os. Tu seras obligé de les racheter ailleurs, en tout cas. Bon, il y a ça qui m'interroge profondément, mais je trouve que ça dépend surtout de la volonté première des auteurs, de la destination de cette BD. Aujourd'hui, il y a des BD qui sont entièrement pensées pour du format webtoon ou de la lecture en ligne et ça se ressent. Après, moi je suis un vieux monsieur, que la lecture sur un petit format, moi il faut au minimum que ce soit une tablette, sinon je trouve qu'on perd énormément de l'impression de grandeur que peut donner une BD comme Frontier, qui a un grand format quand même. Donc ça dépend. De toute façon, la BD qui est directement pensée en numérique, ça c'est plus intéressant, je pense, à lire en numérique que... Ouais. Ouais. Puis globalement, le fait de pouvoir passer l'objet. Mhm. Enfin, je trouve ça plus facile de Tout à fait. communiquer et de faire aimer aux gens le papier qui est une œuvre d'art, qui est Puis on notamment peut en faire des BD. dédicaces. On peut faire des dédicaces, C'est pas vrai. possible en format C'est plus numérique. complexe. Enfin, c'est plus complexe en tout cas. Merci. Sur ce, je voudrais juste qu'on conclue sur une petite recommandation personnelle et finale qui n'a pas forcément de rapport avec les bandes dessinées et qui n'est pas forcément présente dans nos collections. C'est la reco de Derrière les fagots. Alors, je vous écoute. Delphine? Je vais faire de la promo pour les copains. Second cockpit, duo piano-batterie. Voilà, jazz rock, je dirais progressivo, expérimentaux, plein de trucs. C'est magique, c'est enveloppant, c'est voilà. Tu passes vraiment un bon moment. C'est un groupe local qui j'espère va durer longtemps. Merci. Léna?
Moi, je voulais recommander l'application Webtoon. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'était pas fait exprès. En fait, c'est une application que j'utilise depuis vraiment des années, peut-être, je sais pas, 5-6 ans maintenant. Et ça permet de lire de manière séquentielle avec des épisodes toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine. Plein de choses très différentes. Il y a plein de genres représentés, plein de styles graphiques, donc il faut un peu fouiller, mais je suis sûre que vous pouvez trouver quelque chose qui vous convient. Et là, pour le coup, c'est de la BD format nativement numérique. Donc c'est vraiment adapté. Très bien. Ça peut être mis en son, enfin voilà, c'est très intéressant. Eh ben, écoute, merci Léna. De rien. Aurore. Alors moi, ma recommandation, c'est qu'en ce moment, je suis en train de re-regarder la série Alien. Ah, Voilà, donc du coup, on reste dans la science-fiction. Donc, il m'en reste encore un à regarder qui est sorti. Et puis, ça fait un petit teasing si vous voulez vous les refaire, vu qu'il y a un Alien qui sort cet été. Ouais. Voilà. Très bien, merci. Eh bien, écoutez, moi je vais clore ces recommandations et ce podcast sur un compositeur polonais. Et alors je suis désolé, hein, mais il s'appelle Wojciech Golbzewski. Je mettrai le nom dans le détail du podcast, qui est un compositeur d'électro-ambiante minimaliste qui travaille beaucoup au Minimoog. Vous ne pourrez le découvrir que via les applications musicales classiques. Ou sur, et c'est là où je vous recommande de le découvrir, sur Bandcamp. Il a une œuvre assez unique avec son minimalisme. C'est l'une des rares personnes qui a réussi à mettre des sons sur le pouvoir de l'atome ou sur la beauté froide et majestueuse des infinités de l'espace. On part assez rapidement dans sa musique. Et sur ce, merci beaucoup mesdames pour avoir été là. Merci. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. On vous recommande de venir à la médiathèque visiter nos nouveaux espaces et les nouvelles possibilités qu'on vous offre. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Vous êtes encore là ? Je me permets un ajout de fin de montage du podcast pour vous signaler que le prix Imaginal bibliothécaire BD a été décerné cette année donc à Guillaume Singelin pour sa BD Frontier, parue aux éditions Rue de Sèvres. Une BD que bien sûr vous pourrez retrouver dans nos rayons. Merci encore pour votre écoute et à bientôt dans les bibliothèques de Nancy ou sur nos podcasts. See you! Alors moi, ce que j'ai aimé dans la BD qui a pas encore trop été abordé, non, c'est pas les courges.